D'ailleurs, il y a un livre qu'il a écrit, toute la politique du général de Gaulle, c'était dedans. Il a écrit ce livre depuis 1946. Et en Sciences Po ici, dans toutes les Sciences Po de France, c'est le ABC des étudiants de première année. Bon, De Gaulle, il a fait son idée, il a réorganisé la France pour schématiser le référendum du 28 septembre 1958. Le sort de l'Afrique était lié à ce référendum. Et avant le référendum de 1958, la France, les colonies africaines étaient, enfin, les colonies françaises en Afrique étaient organisées en deux pôles. Il y avait l'Afrique équatoriale française, dont la capitale était Brazzaville, qui est la capitale du Congo, Brazzaville, et l'Afrique occidentale française, dont la capitale était Dakar. Ça, c'est pour brosser un petit peu les choses pour essayer d'avancer. Vous avez une question plus, Oui, je vais poser la question. Et au premier débatteur, comment sont organisés, enfin, si vous avez une idée des services d'espionnage français jusqu'à présent en Afrique, dans les pays d'Afrique francophone? Parce que pour voir plus clair, il faut d'abord parler de l'espionnage français en Afrique. Merci. On va essayer de faire des questions courtes et des réponses courtes. Mais sinon, on peut prendre plusieurs questions. Ouais. Il y en a d'autres. On va commencer par La question des services d'espionnage, c'est un vaste sujet. Je vais essayer d'aller vite. Grosso modo, les services d'espionnage français, alors le plus présent, c'est la DGSE, la Direction Générale des Services Extérieurs. C'est pas la seule présente, mais il y a aussi la DST qui, dans certains pays, Direction de la Surveillance du Territoire, qui est le contre-espionnage, qui s'implique notamment en Algérie dans les questions terroristes. La DGSE, elle est présente dans toutes nos anciennes colonies. Il faut savoir que, par exemple, dans les ambassades, très souvent, les postes de premier conseiller sont les chefs d'antenne de la DGSE dans les pays. Alors, ça va être le premier ou le deuxième conseiller, mais c'est très souvent le premier. Donc, quand vous voyez des déclarations d'un premier conseiller d'ambassade ou des actions d'un premier conseiller d'ambassade, ça veut dire beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est pas pour rien que au Togo, le premier conseiller de l'ambassade de France a été expulsé après avoir un peu trop discuté avec Kofi Yamian, qui était un des candidats France-Africains, qui était le candidat d'alternative de la France-Afrique. Le conseiller de l'ambassade de France, il a étroitement conseillé le putschiste. Alors, il y a une dimension d'action, il y a une dimension de renseignement. Au Niger, en Mauritanie par exemple, les services de renseignement ont eu un rôle enfin pas clair du tout plutôt, notamment vis-à-vis des rebelles Touaregs. Voilà, donc ça c'est des petits exemples. La structuration, c'est que l'ordre vient de l'Élysée. De toute manière, les services secrets sont au service et sous les ordres de l'Élysée, et qu'ils servent à faire un certain nombre de choses qu'on ne peut pas faire ouvertement, et ça, mais qu'on fait, enfin, ils ont quand même une position officielle quand ils font un certain nombre de choses. Et après, il y a encore les opérations qui sont carrément clandestines, qui sont encore autre chose. Mais globalement, on se sert de... Soit on a des agents clairement identifiés, soit on a d'honorables correspondants qui obéissent plus ou moins à nos besoins suivant le pays. Rapidement. Avec évidemment des sujets pareils, on pourrait quitter la salle avec beaucoup de pessimisme en se demandant ce qu'on pourrait bien faire. Il est possible que le prochain ouvrage de survie, d'ailleurs, porte sur ce sujet des élections, où on va retrouver certainement tout ce qui a été dit ce soir, depuis les bidouillages des constitutions, jusqu'au dépouillement dans les bureaux présidentiels, en passant par la constitution des listes électorales, en passant par le code électoral, en passant par etc.
On développera certainement tout ce qui vient d'être dit ce soir. Mais je voudrais dire plutôt d'autres choses, qui seraient plutôt de l'optimisme. Et je remercie beaucoup Rodrigue d'avoir plusieurs fois soulevé cette question-là, en fustigeant le discours sarkozien à Dakar. Il se trouve que les systèmes électoraux en Afrique sont... alors je remercie mes collègues d'avoir déjà parlé un peu d'histoire, parce que dans l'histoire, il est probable que ce soit en Afrique que la mise en place de systèmes électoraux se soit fait plus rapidement qu'ailleurs, en particulier plus rapidement qu'en Occident. Je m'explique. Dans les systèmes précoloniaux, dans de très nombreux pays d'Afrique, que ce soit dans les royautés ou dans les chefferies, enfin dans ce qui constituait les entités, il y avait des systèmes politiques et des systèmes politiques assez sophistiqués, avec des systèmes pour le choix des dirigeants, et il y avait quelquefois des collèges, qu'on ne peut pas appeler des collèges électoraux, mais il y avait quand même des collèges, tantôt les adultes, tantôt les vieux, les sages, tantôt un clan, etc. Et il y avait discussion, il y avait participation, et il y avait un choix qui était en général consensuel. Et que lorsque ce choix se faisait, après ça, ceux qui n'étaient pas d'accord avec ce choix, ils pouvaient se démettre, ils pouvaient s'en aller, ils pouvaient, etc. Et donc, il y avait aussi des processus de destitution, des processus de remise en cause des choix qui avaient été faits, etc. Donc, il y a eu, je ne détaille pas, mais si on refait une conférence dans l'avenir, on verra que dans l'histoire, que ce soit pour des très grandes royautés comme le Congo, KOLGO, qui était une très grande royauté dans l'Afrique centrale, ou que ce soit dans des petites royautés, des petites chefferies, il y a eu en Afrique de très nombreux systèmes précoloniaux qui étaient des systèmes où il y avait des choix sophistiqués et des procédures sophistiquées pour choisir les chefs et pour éventuellement les destituer. Alors après, si on saute, on va arriver à l'époque soulignée par notre collègue, là, sur l'époque moderne, au XXe siècle, à la mise en place de systèmes électoraux, et il faut savoir que dans les années, justement, qui ont précédé, qui ont succédé aux indépendances, il y avait des systèmes de votation et des systèmes où il y avait des participations énormes des populations africaines. Et alors, évidemment, il y avait des leaders qui avaient du charisme, c'était toute l'époque précoloniale, et il y a eu des déplacements en masse vers les votes, et c'est ce qui a conduit à une rapide acquisition des indépendances. Personne n'aurait imaginé qu'ils arrivent aussi vite, parce qu'au début des années 50, on commençait des processus électoraux. Ils ont commencé d'ailleurs beaucoup plus vite dans les pays anglophones que dans les pays francophones. Et ces processus ont conduit beaucoup plus vite qu'on ne l'aurait pensé aux indépendances. Pourquoi? Parce que les populations se sont déplacées en masse et qu'il y avait un lien charismatique. Je fais un nouveau saut aux années 90 avec le discours de la Baule, et Mitterrand qui dit maintenant on va peut-être pas forcément conditionner notre aide, mais on va donner notre aide davantage aux pays qui font des efforts et des progrès vers la démocratie, etc. Et à ce moment-là, dans de très nombreux pays africains, il y a eu ce qu'on appelait les conférences nationales souveraines, où là, le continent africain a donné une véritable leçon de démocratie à la planète entière, parce que ces conférences nationales souveraines se sont réunies soit d'un universitaire, soit dans un sous l'égide, soit d'un archevêque, enfin d'une personnalité qui n'était pas dans le monde politique et qui était reconnue par tout le monde, et il s'est dit là des choses fort intéressantes, où les anciens dirigeants étaient tenus de venir s'expliquer sur ce qu'ils avaient fait, tenus de montrer d'où venait leur fortune, ou pourquoi ils avaient pris telle ou telle décision, etc. Et ensuite, malheureusement, la chape de plomb est retombée, et on a connu, évidemment, dans les décennies, ce qui a été longuement décrit ce soir, on n'a pas besoin d'y revenir, et là, effectivement, la mise en place soit de régimes dictatoriaux, soit de régimes de parti unique,
ont détruit cette démocratie. Mais il faut savoir que dans l'histoire, hein, donc je l'ai dit en histoire précoloniale, on a vu au moment des indépendances, ce qui a subjugué l'Occident, qui est au pied de des indépendances très très vite, et on a vu dans les années, au début des années 90, avec ces conférences nationales souveraines, le peuple africain est tout à fait rentré dans l'histoire, et sur le plan des élections, il était rentré avant l'Occident dans ce système de choix des dirigeants et de leur remise en cause. Et évidemment, cette chape de plomb depuis quelques décennies, soit de régime à parti unique, soit de dictature, empêche la démocratie via les élections. C'est-à-dire que les élections ne sont plus des élections compétitives, le pouvoir se joue ailleurs. Il se joue dans tout ce qui a été dit ce soir. Les élections ne sont plus des modes de choix de pouvoir en Afrique. Pourquoi? Parce que ces dictatures, ils trouvent des oreilles attentives, et ils trouvent ces oreilles attentives où, avec les multinationales qui ont du business à faire chez eux, et les États qui protègent ces multinationales. Et à ce moment-là, dès qu'il y a une collusion, c'est ça que nous appelons l'Afrique finalement, c'est une collusion entre les richesses et puis les élites en place. Donc les élites en place ne peuvent plus bouger. D'ailleurs, si elles renonçaient au pouvoir, elles seraient mises en accusation et donc accusées, donc elles ne peuvent plus quitter le pouvoir. Donc c'est cette collusion entre les États occidentaux dans lesquels sont logées les multinationales et ces élites dont on vient de parler ce soir, qui ont rendu le système électoral inefficace pour le choix des dirigeants. Pour combien de temps, on n'en sait rien. Excusez-moi d'avoir été un peu long. Un petit commentaire sur ce qui vient d'être dit. En réalité, c'est qu'il faut savoir que l'Afrique n'est pas indépendante. Aucun pays africain n'est indépendant, il ne faut pas qu'on se trompe. C'est-à-dire que c'est d'abord ça qui est le problème. C'est ça qui est le problème. Parce que un État indépendant, je ne vais pas trop insister là-dessus, c'est d'abord un peuple qui élit ses dirigeants. C'est d'abord ça, la souveraineté démocratique, la souveraineté politique qui est consubstantielle à l'idée de l'indépendance, c'est que le peuple soit en mesure d'élire ses dirigeants. Or, le fait est que l'Afrique n'a jamais élu ses dirigeants. Ceux que nous avions élus, ceux que nos parents ont élus, ils ont été assassinés. C'est les Lumumba, les Sankara et les Sylvanus Olympio. Donc, à partir de ce moment, ce qui se passe aujourd'hui sur le continent africain, c'est que nous sommes encore dans la colonisation. Donc, si les gens viennent nous dire, oui, mais on est indépendant depuis 50 ans, ben c'est ça, c'est de la fumisterie. C'est de l'injure. L'Afrique n'a jamais été indépendante. Donc, à nous, la génération aujourd'hui, de savoir ce qui est notre mission et de l'accomplir. Survie, effectivement, vous l'avez dit au départ, que bon, survie ne s'est pas encore en tant que tel prononcé sur la question. Ça, la position de survie ne m'intéresse pas. La position de survie fait son travail. Survie fait son travail à l'égard de l'opinion française. Et sur ce plan, nous leur en sommes reconnaissants. S'ils nous invitent, on viendra. On leur dit merci de nous avoir compris, d'essayer de faire comprendre aux Français qu'effectivement, voici le rôle que l'État joue en notre nom en Afrique. Sur ce plan-là, mais ça, je suis tout à fait d'accord. Mais en ce qui concerne les décisions, la décision de libérer l'Afrique ou non, c'est à nous les Africains de prendre cette décision. C'est à nous de la prendre. Si nous pensons que, bon,